Vous avez peut-être déjà entendu parler de Terence McKenna, probablement le plus grand explorateur psychédélique que l'on connaît à ce jour. C'était quelqu'un qui aimait plus que tout d'expérimenter avec les états altérés de la conscience pour sa propre exploration personnelle. Il est d'ailleurs tellement connu aux yeux de ceux qui utilisent des substances psychédéliques ou qui s'intéressent tout simplement au domaine et au sujet de la conscience qu'une souche de champignons porte son nom. Dans son livre Food of the Gods, qu'il publie en 1992 avec l'aide de son frère Denis, McKenna parle d'une théorie qui lui est venue à l'esprit, celle où les champignons hallucinogènes nous ont aidés à évoluer et à atteindre la conscience humaine que l'on partage tous aujourd'hui. À l'époque où il diffuse ses idées au monde, personne ne l'écoute ou ne veut le croire. Mais avec les récentes études faites sur les substances psychédéliques, sa théorie peut avoir un sens et peut être raisonnée. Avant de commencer, il est bon de voir ensemble comment les champignons hallucinogènes agissent sur le cerveau. McKenna parle spécifiquement du psilocybe cubensis, autrement connu sous le nom de champignon magique. Et c'est ce champignon qui, selon lui, a aidé les humains à développer leur conscience. L'ingrédient actif est la psilocybine, qui se transforme en psilocine après ingestion. La psilocine est un analogue de la DMT, une autre substance psychédélique, ce qui signifie simplement que la psilocine est très similaire dans sa structure moléculaire. C'est de la DMT avec une molécule supplémentaire, le 4-PO-DMT pour être plus exact. La DMT est un endogène, ce qui signifie qu'elle est produite naturellement par le corps, mais la science ne sait toujours pas vraiment pourquoi. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est la DMT, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite dédiée au sujet. Il a été observé que le cerveau sous DMT ressemble beaucoup au cerveau lorsqu'il est en sommeil, ce qui conduit certains à supposer que la DMT est ce qui provoque les rêves. La psilocine, ayant une structure similaire, elle peut également induire un état de rêve, mais de manière plus légère et tout en restant éveillée. Elle produit ses effets dans le cerveau de deux manières principales. Premièrement, elle active un récepteur de sérotonine appelé 5-HT2A, qui est principalement responsable de la perception, de l'humeur et de l'imagination. Ces récepteurs sont principalement situés dans le cortex, une zone du cerveau associée au raisonnement et à la pensée rationnelle, qui a évolué de manière plus importante chez l'homme que chez tout autre animal. Le récepteur 2A est celui qui est visé par la plupart des substances psychédéliques, et c'est de là que provient le trip hallucinogène caractéristique d'une expérience psychédélique. Deuxièmement, la psilocine bloque temporairement le réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut est un réseau de régions cérébrales connectées qui nous permet de penser au passé et de nous projeter dans l'avenir. Lorsqu'il n'est pas utilisé délibérément, il agit comme un centre de consolidation des informations, intégrant les souvenirs, les pensées, les expériences et les informations. C'est aussi essentiellement là que se trouve notre sentiment de soi. On peut considérer le réseau du mode par défaut comme la principale autoroute de l'information de notre cerveau. La psilocine désactive un ou plusieurs de ces centres de connexion qui relient les régions du réseau du mode par défaut, bloquant temporairement sa fonction. Cela oblige le cerveau à se connecter par d'autres moyens, parce que son principal centre d'intégration est fermé, et les régions du cerveau qui ne parlent pas normalement se mettent à parler. Essentiellement, les champignons magiques bloquent l'autoroute principale de l'information du cerveau, et pour que l'information puisse se connecter, elle doit emprunter d'autres chemins qu'elle n'a jamais empruntés, et communique avec des parties du cerveau auxquelles elle n'a jamais parlé avant. Mais alors, pourquoi Terence McKenna est venu avec cette théorie ? D'ailleurs, McKenna préférait le terme hypothèse, parce qu'il était convaincu par cette idée, mais savait qu'il n'y avait aucun moyen de le prouver. Il se base alors sur les découvertes faites sur la croissance de nos cerveaux avant tout. Certains anthropologues pensent que la taille du cerveau de l'Homo erectus a doublé entre 2 millions et 700 000 ans avant Jésus-Christ. On estime aussi que le volume du cerveau de l'Homo sapiens a été multiplié par 3 entre 500 000 et 100 000 avant Jésus-Christ. Les anthropologues ne savent pas comment ni pourquoi cela s'est produit, surtout si l'on tient compte d'une augmentation de taille aussi massive en un temps relativement court. Un des amis proches de McKenna va énormément soutenir son hypothèse, surtout après la mort de McKenna, afin de pouvoir soulever plus de recherches sur le sujet aujourd'hui. Et cette personne est Paul Stamets. Stamets est probablement le mycologue le plus connu à ce jour. Il a écrit de nombreux bouquins sur la mycologie, il a paru sur de nombreux podcasts tels que celui de Joe Rogan, il a montré au monde les capacités incroyables des champignons dans un TED Talk. On peut facilement le reconnaître d'ailleurs puisqu'il porte toujours ce même chapeau fait à partir d'un champignon. Il vit pour les champignons et il est convaincu que sa raison de vivre est de partager le savoir et le potentiel des champignons. Et donc, exposant les principes de l'hypothèse du singe défoncé que McKenna et son frère Denis ont élaboré, Stamets a dressé le portrait de primates descendant des canopées africaines, voyageant à travers les savanes et tombant sur le plus grand champignon à psilocybine du monde, poussant dans les excréments des animaux. On sait que 23 races de primates différentes consomment des champignons, dont l'homme. Et si à l'époque nos ancêtres primates avaient déjà commencé à chasser, il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne seraient pas tombés sur ces champignons. La chasse se base sur deux éléments, les traces de pas et la reconnaissance des excréments laissés sur le chemin. Et donc, même si ces primates n'arrivaient pas à chasser, il suffisait de baisser la tête et d'être intrigué par ce champignon. Vu que nos ancêtres chassaient déjà en groupe, il suffisait qu'un d'eux en mange un pour que les autres le suivent. Et seulement 30 minutes plus tard, le groupe entier se retrouve alors dans un trip psychédélique. D'un coup, ils sont submergés de nouvelles informations, de sensations et d'émotions. Il est bon de noter aussi que les psychédéliques offrent une vision plus nette. Et il est fort probable que lors de la découverte de ces champignons, une des raisons pour laquelle on retournait toujours vers eux était d'avoir une meilleure vision pour chasser. Paul Stamets suggère d'ailleurs au monde, je cite, « Je veux que vous ou toute personne qui écoute ou qui voit ceci suspendiez votre incrédulité.
Je pense que c'est une hypothèse très plausible pour l'évolution soudaine de l'Homo sapiens à partir de nos parents primates. Il explique plus en détail, en se fondant sur tout ce qu'on vient de voir ensemble, que ces champignons magiques ont donné accès à ces groupes de primates plus d'empathie et de courage. Il a été scientifiquement prouvé que la psilocybine permet de réinitialiser et d'avoir de nouvelles voies neurologiques différentes pour répondre à la peur. Surmonter la peur de la réponse conditionnée, comme les troubles de stress post-traumatique, est le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui. Et les résultats obtenus sont incroyables et les recherches continuent à avancer afin de traiter de nombreux patients atteints. Donc Stamets souligne que si des centaines de milliers d'autres primates, voire des millions, font la même chose et digèrent ce champignon, sachant que la psilocybine agit comme substitut pour la sérotonine et donc que nos sens sont dupliqués et qu'on a beaucoup plus de données qui arrivent en même temps d'un coup, avec en plus l'extinction de la peur, eh bien, si vous avez surmonté des épreuves traumatiques et insoutenables, comme l'éruption d'un volcan ou l'attaque d'un tigre à dents de sable par exemple, et que vous êtes le leader d'un groupe, d'un clan ou d'une tribu, vous avez alors un courage énorme, accompagné d'une empathie incroyable. On a ici les deux compétences principales dans le leadership. Les gens suivent les personnes qui sont courageuses et sympathiques. Et c'est une des principales raisons pour laquelle on a pu survivre et évoluer. Et il est logique que ces champignons aient pu jouer un rôle dans le développement de la conscience. La conscience est une chose très complexe, que nous commençons seulement à comprendre. Les scientifiques s'interrogent encore sur l'origine de la conscience, et la science n'a pas été en mesure de trouver le siège de la conscience, ni même d'en donner une définition exacte, ce qui est un problème lorsqu'on essaie de déterminer l'origine de quelque chose. Les anthropologues admettent généralement qu'il s'agit d'une fonction de l'esprit humain, impliquée dans la réception et le traitement des informations, qui a évolué au cours de millénaires de sélection naturelle. Un état de conscience comprend la conscience de multiples expériences qualitatives, des sensations et les sentiments, des nuances des qualités sensorielles et les processus cognitifs, comme la pensée évaluative et la mémoire. La théorie de McKenna attribue l'ensemble de ces phénomènes complexes à une seule raison. Selon lui, les champignons psilocybine ont été, je cite, le catalyseur de l'évolution, qui a déclenché la conscience en incitant les premiers humains à vivre des expériences telles que le sexe, les liens communautaires et la spiritualité. La plupart des scientifiques soutiendraient que l'explication de McKenna est excessivement simpliste. Et pourtant, ils sont tout aussi perplexes lorsqu'on leur demande de répondre à la question qui est à la base du débat sur l'hypothèse du singe défoncé et de la recherche sur la conscience en général. Comment la conscience a-t-elle évolué? Si ce ne sont pas les champignons hallucinogènes qui ont lancé le processus, alors qu'est-ce qui l'a fait? Il est bon de noter aussi qu'on vient actuellement tous des champignons. Plus précisément, on s'est séparé du fungus, il y a maintenant 650 millions d'années. Le fungus est ce qui recouvre la Terre entière. Partout où on va, on marche sur du fungus. Le fungus permet de créer les champignons que l'on voit pousser, mais crée surtout un réseau infini entre tout ce qu'il y a de vivant autour de lui, que l'on peut voir plus couramment sous forme de mycélium par exemple. Et donc, on est des descendants du fungus. On est tous des corps fongiques pour résumer. Les cellules fongiques et les cellules humaines sont très similaires. On partage bien plus d'affinités avec les cellules fongiques qu'avec n'importe quelle autre cellule animale. Tout comme les champignons, on inspire de l'oxygène et on expire du dioxyde de carbone. Et il est aussi intéressant de voir que de nombreuses maladies bactériennes qui affectent les champignons nous affectent également. Les champignons sont sur Terre depuis le début de l'existence de notre planète. Ils sont les plus grands résistants et sont la base de notre fondation. Et ils ont développé ce qui s'appelle l'intelligence fongique. Des recherches japonaises ont prouvé cette intelligence fongique et que le fungus communique à travers son propre langage. À travers ces recherches, ils ont vu que la moisissure pouvait penser par elle-même. Les chercheurs ont essayé de reproduire le plan du métro de Tokyo en plaçant de l'avoine et de la moisissure ensemble. L'avoine a été placée à l'endroit exact où se trouvaient les stations dans la vie réelle et la moisissure en plein centre de la ville. Au début, la moisissure s'est répandue de façon aléatoire pour atteindre l'avoine. Mais après environ 28 heures, elle a commencé à se réorganiser de la façon plus efficace possible, plus efficace que le système actuel qui est conçu aujourd'hui. Les chercheurs en viennent avec la conclusion que ceci est une démonstration de l'intelligence cellulaire. Et donc, ça risque d'être un petit peu tiré par les cheveux, mais si en consommant des champignons hallucinogènes, est-ce qu'on ne serait pas tout simplement en train de nous connecter avec une nouvelle source d'intelligence, et donc se connecter à la forme de conscience la plus ancienne enregistrée aujourd'hui? La conscience semble être une synergie de fonctions cérébrales, quelque chose qui pourrait provenir de plusieurs régions de notre cerveau et qui semble être l'aboutissement des connexions et des interactions entre elles. On pourrait pratiquement considérer la conscience comme la qualité d'être conscient de soi et la capacité de choisir de suivre ou non nos instincts de base, comme la plupart des autres animaux semblent être forcés de le faire, ou comme on vient de le voir à l'instant avec la moisissure. Pour conclure, ces champignons magiques ouvrent sur la quantité d'informations que l'on reçoit. En gros, on peut les considérer comme un fluide de contact entre les synapses du cerveau. C'est un énorme avantage, surtout si à l'époque on travaillait avec la géométrie des armes, ou si on devait assembler quelque chose qui nous donnerait une meilleure chance de survie. Ces champignons ont sûrement énormément contribué à notre évolution physique et mentale. Ils auraient pu même être notre départ vers le langage, nous poussant à mieux nous exprimer. Terence McKenna soulève dans son hypothèse le sujet du langage et son rapport avec la synesthésie. La synesthésie est l'association des sens, comme par exemple associer une lettre ou un chiffre à une couleur. Et ici, c'est l'association d'un son émis par la voix, avec une action qui va, grâce aux champignons, créer des images mentales et permettre le développement du langage. Il est intéressant de voir que de nombreux animaux aujourd'hui continuent de partir eux aussi à la recherche d'un état de conscience altéré, comme les jaguars qui mangent des
feuilles d'ayahuasca, les chiens qui trouvent des champignons magiques, ou des lémuriens qui vont provoquer des mille-pattes venimeux à sécréter leur poison. Amanda Fielding, la fondatrice et directrice de la fondation Beckley, un groupe de réflexion sur la recherche psychédélique, déclare qu'on doit voir au-delà des erreurs de McKenna et considérer sa plus grande perspicacité, que l'histoire de l'humanité est inséparable de notre fascination pour les drogues psychédéliques. Elle dit, je cite, « Même si les premiers hommes ont rencontré des substances psychoactives plus près de la période néolithique, l'expérience d'entrer dans un état modifié de conscience a probablement changé la société humaine pour le mieux. » L'hypothèse du singe défoncé a peut-être disparu dans les annales de la science marginale, mais il reste un vestige de son héritage. Maintenant que les scientifiques comprennent mieux la façon dont un psilocybine affecte physiquement le cerveau, ils peuvent sérieusement étudier son potentiel pour traiter des troubles tels que la toxicomanie, l'anxiété et la dépression. Si cela se produit, et ça semble être le cas, la psilocybine fera partie de la culture dominante en tant qu'agent de changement positif. On saura peut-être jamais comment les champignons magiques ont aidé les premiers humains, mais il ne fait aucun doute qu'ils continueront à contribuer au bien-être des humains modernes, alors que nous, pendant ce temps-là, petit à petit, on poursuit notre étrange et imprévisible chemin d'évolution.